Merci Joseph pour cette belle introduction et très explicite aussi. Et je remercie aussi les organisateurs, Université ouverte et la ville urbaine pour cette opportunité de parler de l'univers d'Einstein et de Newton. Et je vous remercie aussi d'être venus nombreux. Et voilà. Donc on va parler aussi des mystères de l'énergie noire et de la matière noire dans le cadre de l'univers d'Einstein. Et j'ai divisé l'exposé en 3 parties. Donc je vais vous montrer dans une première partie le modèle standard de la cosmologie. Ça c'est important afin de comprendre où les gens sont, la vue standard de la cosmologie. Je vais vous montrer les observations d'aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'univers, les structures aux grandes échelles. Et ensuite, on va aller vers l'univers de Newton. Donc c'est un univers qui a quand même des structures. Donc on peut simuler ces structures dans le cadre de la gravitation de Newton. Et je vais vous montrer que c'est un point de vue qui est en fait au sein du modèle standard. Donc ces structures ne changeront pas la vue globale de la cosmologie standard qu'on a montré dans la première partie. Donc finalement, c'est l'univers d'Einstein qui nous intéresse aujourd'hui, ce soir. Et moi, je propose une approche différente de regarder les idées d'Einstein dans leur généralité et de parler d'un cosmos inhomogène, mais en moyenne. Ça veut dire qu'on va construire un modèle cosmologique plus général pour éventuellement comprendre comment on peut se débarrasser des mystères noirs. Donc, je voudrais vous convaincre que c'est une approche très physique, très conservatif, on peut dire. Donc pour la première partie, je vais vous expliquer un point de vue, regarder l'univers avec ses structures, et on va apprécier que ces structures vont occuper des volumes très petits. Et c'est pour cela, je dis, l'univers semble être vide aujourd'hui. Ça, ceci, c'est un argument que je vais utiliser dans la troisième partie ensuite. Donc l'univers homogène, c'est le modèle standard et je vais vous donner un survol historique du modèle standard et finalement pourquoi sont apparus les mystères énergie noire et matière noire dans ce modèle standard. Alors, avant que je peux vous montrer les observations d'aujourd'hui, il faut parler des échelles en cosmologie. Ceci est pour vous, pour former une intuition sur les échelles énormes de la cosmologie. Et j'ai choisi une photo que je trouve très bien. On voit la Lune, ici, et on voit une galaxie qui est la galaxie d'Andromeda, avec 1 billion d'étoiles dedans. Donc les tailles sont les tailles réelles, même si on ne voit pas avec les yeux Andromeda comme ça, mais avec un télescope bien sûr. Alors commençons avec la Lune. On parle des distances en termes de la vitesse de la lumière, comme vous le savez certainement. Donc on a une vitesse de lumière qui est de 300 000 km par seconde. Alors si je dis par exemple la distance de la Lune est de 1,3 secondes-lumière, ça veut dire que la lumière tout d'abord prend 1,3 secondes pour arriver chez nous, mais ça veut dire aussi que la distance de la Lune est proche de 400 000 km. En revanche, alors, le diamètre de la Lune est assez petit, c'est de 3500 km.
la taille réelle de la Lune. Donc il est très très différent, et vous voyez que l'intuition de former une idée des distances est vraiment un défi, parce que si on parle d'Andromeda, là on a une distance pas de quelques secondes-lumière, ou minutes ou heures-lumière, mais on parle des années-lumière, précisément de 2,5 millions d'années-lumière. Donc, on voit Andromeda bien dans le passé, et les étoiles dans Andromeda, il envoie de la lumière, alors ça prend 2,5 millions d'années pour arriver chez nous. Et pourquoi on voit Andromeda si grand? Non, c'est un grand objet, et la raison est simple, parce que Andromeda a un diamètre physique d'un 10e million d'années-lumière. C'est énorme, et ça comporte, comme j'ai dit, 1 billion d'étoiles, comme notre Soleil. Alors, en cosmologie, on va même au-delà de ces distances. Donc, si je parle des galaxies, je vais parler des points seulement. Alors, on regarde un carré de, on dit 1 mégaparsec. 1 mégaparsec, c'est une unité qu'on utilise en cosmologie. C'est 1 million de parsecs, mais vous pouvez traduire ça avec 3 millions d'années-lumière, donc environ la distance entre les galaxies. Alors, on parle d'une échelle ici qui est l'échelle la plus petite. On regarde en cosmologie sur les échelles très grandes. Et Andromeda devient un point sur cette échelle. Alors, il faut toujours rappeler qu'un point, si je montre un point dans les observations, ça comporte 100 milliards ou 1 billion d'étoiles déjà. Alors, revenons sur Andromeda. Il y a une distribution qui semble être continue de luminosité à travers Andromeda. Mais quand même, si je zoome dedans, donc si je regarde une étoile dans cette galaxie, je vois une chose comme autour de notre Soleil, qui est le système solaire. Alors vous voyez que même si on pense que c'est un objet très étendu, en réalité, l'espace aussi dans cette galaxie est très vide, dans le sens que la plupart de la masse se trouve dans les étoiles en termes de volume. Non? Le reste est vide. Il y a quelques planètes, non? Mais ça ne compte pas vraiment dans la masse. Et on parle des distances de 150 heures-lumière pour traverser un système solaire. Alors tout cela est pour vous convaincre que l'univers est pratiquement vide. Non? Les masses se trouvent dans les très petits volumes dans l'espace. Alors, un très grand pas en avant dans l'histoire de compréhension de la structure de l'univers était un échantillon des galaxies. Donc, le Center for Astrophysics Survey, CFA, ils ont observé des galaxies autour de nous. Donc, ce sont plusieurs galaxies déjà qui sont dans un amas de galaxies. Donc il s'agit de l'amas de Coma. Donc notre position est ici et notre galaxie, la Voie lactée, se trouve ici dans le coin et on est dans un autre amas de galaxies qui s'appelle Virgo. Alors on voit ici que les galaxies sont distribuées de manière très inhomogène. Et en effet, Valérie de Lapparent, elle a fait la thèse avec les gens de Harvard, et elle m'a dit, j'ai visité Valérie à ce temps-là à IAP, et elle m'a dit qu'elle a eu un débat avec ces gens-là parce qu'on a attendu que cette distribution est très homogène. Alors, on n'a pas cru que ces galaxies sont distribuées de manière de nid d'abeilles, avec des
structures cellulaires, des amas de galaxies, des murs de galaxies qui entourent, encore une fois, des vides. Donc il y a beaucoup de régions vides où on ne trouve pas des galaxies. Alors, depuis là, on est avancé beaucoup, et ça c'est un exemple d'un survey, Sloan Digital Sky Survey, avec beaucoup plus de galaxies observées. Et vous voyez Coma, cet amas de galaxies, ça se trouve ici, et au-delà, on voit des structures même plus grandes, et à une distance qui est beaucoup plus grande. Notamment, on parle maintenant d'une distance de 400 mégaparsecs. Alors 400 fois ce petit cube que je vous ai montré. Autrement dit, on parle de 1300 millions d'années-lumière pour la distance d'une structure qui s'appelle le Sloan Great Wall. C'est le grand mur de Sloan qui se trouve ici, qui a une taille, si on connecte tout ça, qui a une taille qui est même plus grande que 400 mégaparsecs. Alors c'était inattendu. Aujourd'hui, on connaît alors le plan de ville de notre univers. Régionalement, c'est toujours pas l'univers en principe observable, c'est toujours une région assez régionale, on peut dire. Je vous montre une vidéo qu'on a fait à Tokyo, donc c'est pas actuel. Les données du Sloan sont maintenant complétées, mais cette vidéo est très utile parce qu'on voit que les tranches observées à ce temps-là. Et comme ça, vous pouvez apprécier ces structures. Si je vous montre toute la tridimensionnalité des structures, on ne voit rien. Donc là, on voit bien le grand mur du Sloan et toutes les galaxies qui se trouvent loin de nous. Ici, c'est presque 600 mégaparsecs de structure. Donc, ce catalogue de galaxies, c'est maintenant complété, mais c'est fait avec un télescope sur la Terre. C'est le télescope que vous voyez ici. Et nous vivons maintenant dans un temps très excitant parce qu'on aura bientôt des données beaucoup plus que le Sloan va nous offrir. Et par exemple, c'est le satellite, donc c'est maintenant un télescope dans l'espace qui va nous donner des catalogues jusqu'aux 3000 mégaparsecs. Donc on arrive ici presque au bord de l'univers observable. Alors au moins on voit les premières structures qui se forment dans l'univers à cette distance-là. Si je dis distance, ça veut dire en même temps on regarde dans le passé. Donc ça sera bientôt, vous voyez 2022, on aura les données, la première lumière d'Euclide. Un mot sur la théorie maintenant, donc où on est avec la théorie. Et là, je commence dans les années quand Albert Einstein a proposé sa théorie de la relativité générale. C'était les années 1915-16. Et bientôt après, c'était Alexander Friedmann, qui a proposé des solutions de la théorie de la relativité générale de Einstein. Alors ces solutions, bien sûr, ont été les plus simples possibles, concevables. Ce sont des solutions homogènes. Alors on pense que l'univers a une distribution homogène des galaxies. Aujourd'hui, on sait que les galaxies sont distribuées de manière très inhomogène, mais on peut penser de laisser la distribution, de moyenner la distribution pour dire peut-être ces solutions homogènes peuvent décrire l'évolution de l'univers en moyenne. Ça, c'est derrière ces solutions jusqu'aujourd'hui. Donc, on a proposé ces modèles en 1922
Et bientôt après, le maître a généralisé la famille des solutions possibles de manière homogène, alors distribuées de manière homogène. Donc c'est un temps intéressant parce qu'on a pour la première fois eu la chance que la cosmologie devient une science vérifiable, alors avec les expériences. Disons, en parallèle, on a eu des observations de Slipher. Il a fait une collection des décalages vers le rouge des objets qu'on a pensé qu'ils sont dans notre galaxie. Donc la Voie lactée, il y a des étoiles, mais on a vu aussi des nébulées diffus avec un décalage vers le rouge, un effet Doppler, une vitesse très large dans la galaxie, on a pensé. Aujourd'hui, on sait que ce sont des objets au-delà de notre galaxie, donc les autres galaxies comme Andromeda. Alors Andromeda, c'est un exemple d'une autre galaxie ou d'un nébulé, dans le sens de Vesto-Slipher. Alors ensuite, le maître lui-même et Hubble, ils ont interprété ces observations, ce décalage vers le rouge, comme une expansion de l'espace. Donc ceci était parce qu'on a eu des modèles de Friedman et de Lemaître qui ont montré une expansion de l'espace. Et la comparaison avec les expériences maintenant, ça donne une vraie science. On peut comparer, on peut choisir les modèles qui vont montrer la réalité des observations à ces jours-là. Vous voyez ici l'échantillon de Slipher, c'était juste une trentaine de galaxies. Même parfois, les galaxies ont montré un décalage vers le bleu, donc il arrive vers nous, mais la plupart des galaxies s'éloignent. Ça veut dire que les gens ont comparé ce résultat avec des modèles pour l'univers en expansion. Donc c'était là, on a parlé de l'expansion de l'univers. Et aujourd'hui, on va mesurer la même chose, mais avec des supernovas, par exemple, ici. Et l'échantillon de Slipher, c'est même pas visible ici. Donc c'était très local, ce qu'il a montré. Et ici, on peut aller vers les redshifts 1 ou au-delà pour mesurer le diagramme de Hubble, on dit. Donc le décalage vers le rouge des galaxies ou des supernovae dans la galaxie. Alors ici, je voudrais vous expliquer un principe qu'on peut a posteriori justifier les modèles homogènes pour décrire l'univers. C'est assez raisonnable ce que les gens ont pensé pour dire si je regarde l'univers, je pense que l'univers devrait être identique dans toutes les directions. Alors je suis ici et je regarde l'univers dans les différentes directions et il n'y a pas de raison de voir une différence. Donc c'est l'hypothèse numéro 1 pour dire, numéro 1, pour dire qu'un observateur ici va voir une distribution dite isotrope. Alors la même direction, ça ne dépend pas de direction. Deuxième hypothèse est de dire si quelqu'un d'autre, un observateur ici, qui ne communique pas avec nous, mais il n'y a pas de raison qu'il ne voit pas la même chose que nous. Alors aussi là, l'isotropie locale est postulée, l'univers est la même dans toutes les directions. On peut maintenant facilement démontrer, c'est un théorème mathématique assez simple, de conclure que le modèle de l'univers doit être homogène avec ces deux hypothèses. Donc ça a l'air raisonnable de postuler ces deux hypothèses pour ensuite construire un modèle homogène. Et comme j'ai dit, on peut penser que c'est vrai que cet univers homogène décrit
aussi un univers inhomogène en moyenne. Alors si je lisse toutes les structures des galaxies, je trouve une distribution homogène, et ensuite je pense que ces solutions vont décrire l'univers correctement. En fait, dans la troisième partie, on va voir que ce n'est pas vrai. Non? Mais la cosmologie standard est basée sur ces hypothèses pour justifier le modèle. Alors, quand même, c'est très intéressant. On a des hypothèses très restrictives. On a une idéalisation de l'univers, on peut dire, en termes de distribution homogène. Et quand même, on trouve beaucoup de solutions qui vont satisfaire ces hypothèses. Donc, il faut choisir. Hein. C'est ici une famille des modèles trouvés par Friedman et Lemaître et Einstein lui-même. Donc, on peut regarder ce diagramme avec le facteur d'échelle. Vous pouvez penser, c'est le volume de l'univers. Alors, le volume de l'univers en fonction du temps. Le temps est à droite. Donc, tous les modèles qui montrent une expansion sont des modèles valables, non, si on regarde les observations de ces jours. Les autres modèles ne sont pas valables. Non. Alors, voilà un modèle qui est le favori d'Einstein, parce que Albert Einstein a eu dans la tête un principe cosmologique global. Ça veut dire il a pensé l'univers, c'est quelque chose d'éternel. Il n'y a pas une raison que ça dépend du temps sur une échelle très très grande. C'était son principe cosmologique et il a vu que ces équations ne vont pas permettre une solution qui ne change pas le volume, non, qui est éternelle. Donc c'est cette solution-là. Cette solution-là, c'est le modèle d'Einstein, non, qui est statique. Et il n'a pas trouvé qu'une solution existe qui montre une évolution comme ça. Et c'était la raison pour laquelle il a introduit cette fameuse constante cosmologique, hein, j'appelle lambda, pour équilibrer la densité, la distribution de densité de matière dans l'univers. Alors il a postulé cet équilibre, mais il a inventé une constante qui travaille contre la gravitation. Donc ceci est géométriquement possible, donc sa théorie admet une liberté de cette constante, mais c'est quand même quelque chose, non, qui était inventé à cause de son besoin de construire un modèle statique. Donc, apparemment, si on compare maintenant les modèles avec les observations, Einstein a un problème parce que son modèle est statique sur toutes les échelles. Donc, c'est un modèle homogène. Son principe est global, mais régionalement, c'est aussi une distribution statique qui ne change pas dans le temps. Alors, les observations ont montré qu'on a une expansion de l'espace. Alors, Einstein a dû abandonner son hypothèse d'un modèle statique. Mais à ce temps-là, la constante cosmologique était inventée, était là. Donc, Lemaître a donné ensuite toutes les solutions avec cette constante cosmologique, mais pour des univers en expansion. Alors là, vous voyez cette grande famille, cette richesse des solutions qui est due à cette existence d'une constante lambda dans les équations d'Einstein. Alors, on voit par exemple le modèle de Lemaître lui-même, qu'il a préféré. C'est un modèle qui est infini, de volume infini et plat, sans courbure. Et ce modèle en rouge, oui, c'est ça. Ce modèle en rouge, ça commence dans une singularité. Donc c'est assez bizarre de choisir des solutions mathématiquement avec une singularité. Mais en fait, ce sont des conditions initiales pour l'expansion infinie.
Alors l'expansion au début du Big Bang, on dit, est infinie dans ce modèle, pour ensuite être freinée par la gravitation. Donc la gravitation est attirante, ça freine l'expansion. Alors on trouve physiquement ça justement avec des conditions initiales. On pose justement une expansion infinie. Et le reste, c'est la physique de la gravitation. Mais vous voyez une accélération de volume à la fin. Et ceci peut être expliqué parce qu'il y a une constante cosmologique dans les modèles. Alors pourquoi on peut comprendre ça? C'est la densité qui va diminuer si l'univers est en expansion. Et comme la densité diminue, il y a un temps où tout à coup cette constante cosmologique, parce que c'est une constante, va dominer l'expansion et va travailler contre la gravitation pour ensuite dominer l'expansion, voire accélération de l'univers. Et aujourd'hui, on parle ici de l'histoire du modèle standard, parce qu'aujourd'hui, ce modèle de Lemaître est le modèle standard, toujours gardé, même s'il y a 100 ans, on a eu ces solutions, presque 100 ans. On garde cette solution pour le modèle de la cosmologie standard. Et la raison, c'est le choix en comparaison avec les observations, comme dans l'autre jour. Alors, il y a des autres modèles, pour juste mentionner un peu les débats autour des modèles. C'était Eddington qui voudrait sauver le modèle, les idées d'Einstein. Il a dit, bon voilà, cet équilibre-là peut être faiblement perturbé à un moment donné. Et ensuite, il a trouvé un autre modèle, c'est le modèle d'Eddington en bleu, qui montre aussi une expansion. Alors, a priori, le choix pour un univers en expansion peut être soit un modèle d'Eddington, qui est un univers avec un volume fini, qui n'est pas infini comme le modèle de Lemaître, et qui n'a pas un Big Bang. Mais le choix qui s'est produit, c'était le modèle de Lemaître. C'est plutôt un choix historique qui est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Alors, juste pour vous donner une autre idée de ce débat, très actif, un débat entre quel modèle il faut choisir pour pouvoir expliquer les observations. Donc, Eddington a dit quelque chose qui est très vrai, en fait, vu d'aujourd'hui. Donc, il a eu cette intuition déjà. Il a pensé qu'il est possible que la vitesse d'éloignement des spirales, donc le décalage vers le rouge des galaxies, ne soit pas l'expansion prédite théoriquement par les modèles. Donc, il ne faut pas chercher une expansion dans les modèles globalement, mais elle pourrait n'être qu'une expansion locale, masquant une expansion véritable beaucoup plus faible sur les très grandes échelles. Alors, il voudrait dire, sur les très grandes échelles, Einstein n'a pas tort, peut-être. L'univers est éternel, statique, mais sur les très petites échelles, régionalement, le modèle peut être en expansion. Mais pour cela, il faut généraliser les modèles. Notamment, il faut prendre en compte que le modèle est inhomogène. Et on va parler de ces inhomogénéités dans la troisième partie. Donc, il a déjà eu cette intuition que ce n'est pas nécessairement une conclusion valable de conclure sur un modèle globalement en expansion avec les données qu'on a eues à ce temps-là. Un autre débat, et là je reviens sur cette famille des modèles. Vous voyez un modèle de Sitter, Willem de Sitter, en vert, qui il est aussi en expansion, donc c'est un alternatif. Et de Sitter a pensé à un modèle qui est vide, donc il a pensé
à l'univers observable qui semble être vide, non, comme j'ai argumenté avant. Et il a pensé, c'est une bonne approximation de penser l'univers est vide, mais quand même, pour générer une expansion, il a dû inclure la constante cosmologique d'Einstein. Donc c'est un modèle qu'avec une constante cosmologique qui est en expansion exponentielle. Alors ce débat, c'était un autre débat entre Einstein et De Sitter, non, qui est intéressant pour la raison de cet argument que je vous ai donné, que l'univers est vide. Ça veut dire en moyenne, on trouve quelques atomes par mètre cube, non, en moyenne déjà. Il n'y a pas une grande différence entre cette densité non nulle et une densité nulle qui est favorisée par De Sitter pour construire son modèle. Mais les modèles quand même sont très différents. Alors vous voyez qu'un petit détail, changer une fraction dans la densité, change le modèle beaucoup. Non? Et ça c'est difficile vraiment, jusqu'aujourd'hui, de prendre un modèle en comparaison avec les observations. Non? Il y a beaucoup de modèles, il y a une richesse de modèles qui peuvent coller avec les observations. Il ne faut pas penser que c'est un seul modèle. Alors, un petit résumé pour cette première partie. On a regardé les structures aux grandes échelles, non, qui occupent des très petits volumes. Donc, l'univers vide. Ensuite, on a parlé de l'univers homogène. Donc, on a justifié pourquoi c'est raisonnable de construire un modèle homogène pour l'univers en moyenne, non, pour dire ces solutions ne sont pas réalistes dans le sens qu'on a vu aujourd'hui la distribution est très inhomogène, mais quand même on peut penser la moyenne se comporte comme une solution homogène. Donc c'est l'univers homogène ou le modèle standard qui idéalise le comportement global de l'univers. Alors, où sont maintenant les énergies sombres, l'énergie et la matière noire? Et ça, c'est produit si on compare les modèles avec les observations d'aujourd'hui. Donc, on a parlé des observations de Vesto-Slipher, avec une trentaine de nébulées. Maintenant, on est très riche en observations, ça veut dire on peut comparer très bien le modèle avec beaucoup des observations qui montrent quand même que le modèle de Lemaître, ce que je vous ai montré, non, avec un Big Bang, avec une accélération à la fin du volume, ça colle très bien. Il y a quand même des problèmes, des petites tensions, on dit, mais en général, c'est très robuste depuis 100 ans, on peut dire, non, qui explique entre guillemets, les observations. Alors, expliquer les observations, c'est dans le sens de coller, de fitter le modèle, on dit, aux données observationnelles, mais ça ne veut pas dire qu'on a une cosmologie physique qui explique ces composantes. Donc, il y a un prix à payer, c'est de postuler ces composantes noires qui, aujourd'hui, font quand même 95% de toutes les sources dans l'univers. Alors, on doit postuler aujourd'hui, presque tout est inconnu. Donc, on n'a pas trouvé des composantes noires dans les expériences jusqu'aujourd'hui.